Dans l'actualité ce jeudi, la RDC avec 27 blocs pétroliers et 3 gaziers. C'est ce jeudi que le gouvernement a lancé l'appel d'offres face à l'opposition de l'organisation Greenpeace. Le président Félix Tshisekedi affirme que sa détermination de voir la RDC exploiter ses ressources naturelles sans renier à ses engagements dans la protection de l'environnement. Top Congo FM. Au Nord Kivu, pas de manifestations ce jeudi à Goma. La ville a retrouvé sa température normale d'activité après 3 jours d'agitation et manifestations pour exiger le départ de la MONUSCO. Et à Ituri, les leaders communautaires et acteurs politiques se retrouvent dans une rencontre à Bunia pour aborder les causes profondes de l'insécurité et présenter des pistes de solutions. Top Congo FM. Le député national Jean-Marc Kabound est à l'étape de la justice. Il s'est présenté ce jeudi au parquet général près la Cour de cassation pour audition pour l'un des communicateurs de l'Union sacrée, Fumutoto. C'est l'occasion pour Jean-Marc Kabound de défendre ou corriger ses propos tenus dernièrement à sa résidence. Voilà pour le sommaire. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Roger Kalala. Merci d'avoir choisi Top Congo FM. En Nord Kivu, pas de manifestation ce jeudi à Goma. La ville a retrouvé sa température normale d'activité après 3 jours d'agitation et manifestation pour exiger le départ de la MONUSCO. Boutiques et plusieurs maisons de commerce sont bien ouvertes. La circulation est également fluide. Notre correspondant Jonathan Kombi a fait la ronde de la ville. Les activités ont repris timidement. La circulation redevient un tout petit peu fluide sur plusieurs axes qui étaient barricadés depuis la matinée par les manifestants. Donc ici nous parlons des axes Instigo-Katindo sur la RN2, Majengo-Mutinga, Mutinga-Katoy. Partout là-bas, la police, appuyée par les éléments de la police militaire, ont réussi à dégager les voies. Le soir donc de ce mercredi, les activités ont repris timidement parce qu'il y a certaines boutiques qui ont ouvert aux abords des principales artères de la ville. Est-ce que les installations de la MONUSCO sont aujourd'hui sécurisées? Les installations de la MONUSCO sont sécurisées par les éléments de la police, appuyés par ceux de la police militaire. Là, il faut parler notamment des installations de la base logistique au niveau de la RVA où ça a d'ailleurs crépité il y a 24 heures. Il faut parler des installations de la MONUSCO au niveau des Sotra qui à Kéchero, au niveau du centre-ville. Les soirs de ce mercredi, il y a en tout cas eu des mouvements des taxibus qui ont été visibles sur la chaussée, des motos qui ont également été vues sur la chaussée. Les organisateurs même des manifestations l'ont dit, c'est qu'ils estiment que leur message est en train d'être suivi petit à petit par le gouvernement et la communauté internationale. Autre situation, c'est l'accalmie qui est observée ce jeudi à Uvira dans la province du Sud Kivu. Après donc les manifestations contre la MONUSCO hier mercredi, la sécurité a été renforcée dans plusieurs quartiers de la ville. Et ce jeudi, les activités socio-économiques reprennent timidement, mais on observe quelques attroupements des jeunes dans certains quartiers. Et la paix recherchée en Ituri, les leaders communautaires et acteurs politiques se retrouvent dans une rencontre à Bunia pour mettre fin au cycle de violence dans la province. Les participants à ces discussions espèrent aborder les causes profondes de l'insécurité et présenter des pistes de solutions pour aboutir à une paix durable. Du côté des autorités dans la province, on estime que les masques vont tomber pour révéler qui se cache derrière les miliciens qui tuent les populations paysannes dans plusieurs villages. Pour Alex Mourissi Zouki, coordinateur de la chancellerie des ordres nationaux de l'ancienne province orientale, il y a lieu d'espérer la paix dans cette province avec l'engagement des groupes armés pour un cessez-le-feu. On écoute Atsidiri Issa qui a été joint au téléphone par Franck Assanté. Il est président de la société civile dans les territoires de Aru. Les malfaiteurs ont eu à accéder dans une maison d'un opérateur économique situé dans la commune rurale de Aru au quartier SFE. Ils ont apporté une somme colossale et plus de 100 et quelques téléphones. Et ils ont tiré la balle réelle sur la femme de ces opérateurs économiques. La dame a rendu âme hier à l'hôpital. Et maintenant la population à son tour a réussi aussi à appréhender les 3 dès ont perdu leur vie par la justice populaire et une autre personne, les malfrats, est entre la main des agents de sécurité. À ce moment précis, ce matin ici,
Aujourd'hui, toutes les circulations sont déjà en activité normale. Tout le monde va librement. Mais hier, il y a eu des barricades, il y a eu des feux partout. Mais la police aussi a réussi à maîtriser la population. À ce moment où je parle, les activités déroulent normalement comme d'habitude. Sauf seulement nous demandons aux services de sécurité de mener maintenant leurs enquêtes et qu'on cherche aussi d'autres malfrats. Cette bande-là, on doit démanteler ça afin que nous ayons aussi une suite favorable. On doit aussi les juger publiquement, que la population sache maintenant que les sécurités fassent leur travail. Là, c'était donc dans les territoires de Aru Atidiri Issa, président de la société civile, qui parlait de l'assassinat, donc de la mort de deux bandits, parmi lesquels un Ougandais soupçonné dans une affaire. Ils ont été tués par un groupe de manifestants en colère. Lancement ce jeudi à Kinshasa de l'appel d'offres pour les droits d'exploitation des blocs pétroliers et gaziers de la RDC. Dans un discours à cette occasion, le président Félix Tshisekedi a renouvelé sa détermination de voir la RDC exploiter ses ressources naturelles sans renier à ses engagements internationaux dans la protection de l'environnement. C'est un peu pour réagir donc à l'opposition de l'organisation Greenpeace. Et pour le chef de l'État, l'exploitation des blocs pétroliers et gaziers du pays s'inscrit dans la dynamique de la diversification de l'économie congolaise. Félix Tshisekedi souhaite par ailleurs que tout se déroule dans la transparence. On l'écoute, des propos recueillis par Osé Manzanza. Tel que j'ai eu à l'évoquer au cours de mes différentes prises de parole, nous ne devrions plus nous contenter de célébrer indéfiniment le potentiel en ressources naturelles dont est doté notre pays. Il nous revient de l'exploiter afin qu'il concourt à la réalisation de l'objectif primordial qui est celui de l'amélioration des conditions de vie de nos populations, tout en demeurant conscients et responsables quant aux implications écologiques et environnementales que l'exploitation de ces ressources génère. Il était donc temps que nous nous ressaisissions et que nous emboîtions le pas de ces nations qui, avant nous, ont pu faire de leur dotation en ressources des hydrocarbures de véritables fers de lance de leurs économies. Toutefois, conformément au rôle central joué par la République démocratique du Congo dans ce qui a trait à la protection de l'environnement et à la lutte contre le réchauffement climatique, j'entends rappeler ici que cet appel d'offres, de même que cette volonté exprimée d'exploiter ces ressources, ne constitue en aucun cas un reniement des engagements auxquels nous avions souscrit à l'international, bien au contraire. Conscient des réserves que cette nouvelle voie pourrait susciter, je rassure ici nos partenaires sur notre détermination à mener les travaux d'exploitation et d'exploration à l'aide des moyens technologiques les plus modernes qui protègent l'environnement, la faune et la flore et préservent les écosystèmes ainsi que les équilibres écologiques. Je reste persuadé que ce processus d'appel d'offres qui commence aujourd'hui va se dérouler de manière transparente pour aboutir à l'attribution à des investisseurs et opérateurs compétents capables de mener à bon port l'exploration ainsi que l'exploitation de nos hydrocarbures dans un partenariat gagnant-gagnant qui respecte les normes environnementales et les intérêts des communautés locales. Avant l'allocution du président Félix Tshisekedi, le ministre des Hydrocarbures a précisé que cet appel d'offres concerne 27 blocs pétroliers et 3 gaziers du lac Kivu. Didier Boudimbu rassure que l'impact environnemental est pris en charge dans cet appel d'offres. 3 mois seront consacrés à l'étude des dossiers pour les blocs gaziers et 6 mois pour les blocs pétroliers. Didier Boudimbu, des propos recueillis par Osé Manzanza. C'est avec beaucoup de joie que j'ai l'insigne honneur de vous présenter 5 avis à manifestation d'intérêt couvrant 27 blocs pétroliers et 3 gaziers du lac Kivu.
élaboré pour inviter les investisseurs de l'industrie pétrolière nationale et internationale à venir soumissionner aux appels d'offres avec objectif final l'attribution des droits des hydrocarbures. Il s'agit de rappeler que la procédure d'appel d'offres se déroulera en deux phases, à savoir la présélection et la sélection proprement dite. La première phase débute avec la publication de l'avis à manifestation d'intérêt et s'achève avec la publication de la liste restreinte des sociétés présélectionnées, tandis que celle de sélection commence par le retrait du cahier de charges jusqu'à l'attribution des droits des hydrocarbures. Les avis à manifestation d'intérêt sus-évoqués présentent les informations techniques préliminaires utiles de chaque bloc concerné, les procédures de présélection ainsi que les conditions d'éligibilité des candidats appelés à cheminer avec nous dans la prochaine étape de sélection. Les candidatures pour la phase de présélection sont recevables pendant 6 mois pour les blocs pétroliers et 3 mois pour les blocs gaziers du lac Kivu. Au cours de la même période de 6 mois, je m'attelerai à organiser avec des prestataires nationaux et internationaux à travers différents forums dans le monde la promotion des blocs concernés par ces appels d'offres. Les sociétés ainsi sélectionnées seront appelées à signer des contrats de partage de production avec la République démocratique du Congo. Par ailleurs, outre les recettes de la République démocratique du Congo en tirera, l'exploitation prochaine de ces ressources pétrolières et gazières viendront renforcer le contenu local de chaque territoire concerné. Emploi, sociétés de sous-traitance, projets d'intervention sociale, formation, etc. Et diversifier l'activité économique longtemps centrée sur un seul secteur extractif. Voilà, c'était le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbu. Ces propos avaient provoqué diverses réactions dans le camp du président Félix Tshisekedi. Le député national Jean-Marc Kabound est à l'étape de la justice. Il s'est présenté ce jeudi au parquet général près la Cour de cassation pour audition. Il est entendu sur les allégations qu'il a tenues dernièrement contre le pouvoir. Il avait déclaré que des centaines de millions de dollars sont placés dans des paradis fiscaux et multinationaux et l'argent quitte le pays dans des jets privés. Jean-Marc Kabound est également accusé pour outrage au chef de l'État. Et pour l'un des communicateurs de l'Union sacrée, le traitement du dossier Jean-Marc Kabound à la justice ne doit pas être vu comme une dérive dictatoriale. Fumutoto estime que c'est l'occasion pour Jean-Marc Kabound de corriger ses propos tenus dernièrement à sa résidence. On l'écoute. Le président de la République n'est pas un danger. Il n'est pas incompétent. Celui qui a fait accomplir la conscience sur la gratuité de l'enseignement. Celui qui a fait l'accroissement budgétaire de 41%. Celui qui nous a donné les réserves de champs de plus de 3,5 milliards dans moins d'1 année. Cette personne-là qui a propulsé l'IGF avec les patrouilles financières. Le régime financier aujourd'hui ont déjà produit au cours de 2 mois plus que les budgets de l'État 6 exercices de 2001 à 2006. Si tout ça peut être qualifié de nullité, je pense que Jean-Marc Kabound habite le ciel. Et lorsqu'il a décidé de fouler l'institution supérieure de la République, il ne peut qu'être poursuivi par justice. Nous ne disons pas qu'il est condamné. Il aura tort, certainement qu'il en aura. Là, il a raison, certainement qu'on va le blanchir. Si Jean-Marc Kabound donne sa vision d'État, son programme de gouvernance, ses valeurs, je pense qu'il ne pouvait pas être poursuivi. L'intention de nuire à l'honneur de quelqu'un, c'est déjà une infraction. Si Jean-Marc Kabound savait qu'il y avait des détournements, il ne pouvait pas s'ériger lui-même en juge. Il devait, lui, à son tour, saisir les instances judiciaires. Il a choisi la diffamation comme moyen de régler les comptes. Si on peut tout nier dans les chefs du président de la République, on ne peut pas nier le fonctionnement de l'état de droit. Il n'y a plus d'interférence du pouvoir exécutif dans les affaires du pouvoir judiciaire. L'un des communicateurs de l'Union sacrée, Fumutoto. Et puisqu'on parle de Jean-Marc Kabound, il y a des nouvelles nominations au sein de son parti, l'Alliance pour le changement, le parti de Jean-Marc Kabound. Donc, le député national Théo Kazadi n'a jamais fait partie de l'équipe Kabound comme étant conseiller en
en charge des stratégies au sein du parti Alliance pour le changement. Ce député élu de Chikapa dans le Kasaï parle d'un montage. Il affirme être loyal au chef de l'État et membre effectif de l'Union sacrée et il n'est pas concerné par ce faux communiqué, selon lui, des propos recueillis par Trésor Kiyombo. Je ne suis pas concerné par cette blague, ni de près, ni de loin. C'est juste le résultat des montages des politiciens mal de positionnement. Il n'y en a pas deux qui travaillent sur le terrain pour le compte du chef de l'État, de plus que Théo Kazadi. Je suis fatiste, c'est mon choix et je le reste. Voilà pourquoi je demande à l'opinion tant locale, chez moi au Kasaï, tout comme ici à Kinshasa, de retenir que Théo Kazadi, les coordonnateurs adjoints des députés révolutionnaires, restent dans la ligne de conduite de l'initiateur de l'Union sacrée, Fachi Béton. Parce que nous nous apprêtons pour son deuxième mandat avec une majorité parlementaire confortable. On a des services attitrés qui doivent étudier point par point chaque document de ce genre et tirer des conclusions. Parce que nous réservons le droit de saisir la justice et la vérité sera connue. Mais la plus grande vérité qui est connue est que je suis de l'Union sacrée et je reste. J'ai de grandes fonctions importantes que je joue au sein de l'Union sacrée. Je continue à jouer ces rôles en faveur du régime, en soutenant le chef de l'État pour le bien du peuple congolais. Voilà, vers l'organisation des élections en RDC, mais dans la province de l'Ituri, il y a quelques inquiétudes. Ce sont quelques organisations qui émettent des inquiétudes sur la participation de certains territoires. On cite entre autres le territoire de Dungu. Il y a des acteurs de la société civile qui affirment que le territoire a perdu plusieurs centres d'inscription. Au lieu de 62 centres, Dungu ne dispose que de 66 centres d'inscription. Je voulais dire 72 centres, donc au lieu de 72 centres, donc Dungu ne dispose que de 66 centres. Explication avec Alain Panguimo. Selon la cartographie de 2014, le territoire de Dungu comptait 72 centres d'inscription, contrairement en 2022 où le territoire s'est retrouvé avec 66 centres d'inscription, alors qu'il y a eu un accroissement démographique considérable selon le bureau de la CENI Dungu. La synergie de la société civile du territoire de Dungu dénonce par ailleurs le décalage observé pendant l'opération d'actualisation de la cartographie opérationnelle et demande à la CENI de corriger cette erreur avant les élections de 2023. Extrait de leur déclaration lue par Pierre Patilé, le coordonnateur de la nouvelle société civile du territoire de Dungu. Selon la cartographie de 2014, qui s'est fait pendant que le pays était en guerre de la LRA, le territoire avait bénéficié de 72 centres d'inscription. Il s'en sort que 66 CI sont retenus pour besoin de 66 PCI et 85 OPES. Monsieur le Président, en quoi s'explique le décalage de 72 CI à 2017 à 66 CI en 2022 alors qu'il y a eu un accroissement démographique considérable? Quelle est l'importance de la cartographie effectuée? Pourquoi certaines de nos données disparaissent-elles? Est-il vrai que le territoire de Dungu est le moins peuplé de tous les territoires qui composent la province d'Iouélé? Que la CENI tienne compte de la nouvelle cartographie opérationnelle. Le territoire de Dungu regorge 3 chefferies, à savoir la chefferie Malingindo, Ndolomo et Wando, avec une superficie de 32 445 km². Isiro, Alain Panguimo, Topongo FM. Et dans la province de Lomami, les autorités de la province ont débuté une campagne de consultation des couches sociales et politiques. Ce jeudi, le gouverneur a bien démarré cette campagne avec quelques groupes, des notables entre autres. Le point avec notre correspondant Ali Boukassa Kabambi. C'est une série d'échanges autorité-population qui démarre dans la province de Lomami. La ville première étape est Kabinda. Ici, les sociétés civiles se sont entretenues avec le gouverneur Nathan Ilunga. Au menu, ce qui bloque le décollage de Lomami. La communication n'a jamais existé entre la province et les structures que nous sommes. C'est juste quand il y a des chamailleries. Depuis que la province est là, la province ici a été gérée sur base de téléphone.
Sur le plan ressources financières provinciales, ces forces vives sociales de Cabinda n'ont pas tergiversé. Nous avons subi une fiscalité sans traçabilité. Nous avons subi une fiscalité avec interférence politicienne. Nous avons subi une fiscalité sans imprimer des valeurs où on vient percevoir seulement avec des carnets. Nous avons la DGRO, c'est une régie provinciale. Nous ne savons pas combien cette régie-là donne à la province. La province de Lomami est devenue plus politique que développementale. Selon le gouverneur Nathan Ilunga, ces irrégularités font également partie des défis à relever avec l'apport de tout le monde. L'occasion faisant le larron, le gouverneur de Lomami a demandé d'éviter des dénonciations sans preuve. Depuis la ville de Mweneditu, province de Lomami, Ali Boukassa Kabambi, Top, Congo FM. Diplomatie, l'ambassadeur de la RDC en Turquie a présenté ses lettres de créance hier au chef de l'État de la République turque. C'était au cours d'une cérémonie. Djouma Rachidi place sa mission dans la droite ligne de la vision du chef de l'État pour une diplomatie agissante. Détail avec Rémi Moulingati. C'était l'émotion, l'humilité, l'espoir et la confiance qui ont caractérisé la cérémonie de remise des lettres de créance par l'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de la RDC en Turquie. Selon des sources proches de l'ambassadeur de la RDC, c'était un message de grandeur de la RDC et de son respect qu'il a voulu passer au chef de l'État turc. Lors de ce premier entretien dont l'ambassadeur Djouma Rachidi Kaouzeni a bénéficié du président Recep Erdogan, le chef de l'État du pays accréditaire a officialisé la nomination et l'accréditation de l'ambassadeur congolais. La mission que s'assigne Djouma Rachidi Kaouzeni s'inscrit dans la droite ligne de la diplomatie agissante que prône le président Félix Tshisekedi en renforçant les rapports diplomatiques entre la RDC et la Turquie. De son côté, Recep Erdogan, président de la République turque, espère que l'actuel ambassadeur congolais va accélérer le processus de ratification des traités et accords récemment signés entre ces deux pays. Pour rappel, avant d'être nommé ambassadeur, Djouma Rachidi Kaouzeni a occupé le poste de directeur de l'Académie diplomatique au ministère des Affaires étrangères, diplomate en Afrique du Sud et Dirkaba au ministère de la fonction publique. Rémi Moulingati. Et puis, conflit interethnique entre les peuples Teke et les non-originaires à Kwamouth. Ce conflit prend des allures inquiétantes. Une femme a été violée, mais il y a également 3 personnes qui seraient portées disparues au village d'Oumou. Pour l'instant, aucune mesure officielle n'est communiquée à ce sujet par les autorités congolaises. Le point avec Jonathan Messa. Parmi les 3 nouvelles personnes prises en otage par le peuple non originaire armé figure une femme violée, son mari et un préfet des études du village d'Oumou. Malgré les appels à l'aide de la population, aucune intervention n'est arrivée sur les lieux pour remettre en confiance ces populations qui vivent ensemble depuis plus de 3 décennies. Au gouvernement de tout prendre en charge, déclare Martin Souta, vice-président de la société civile des Kwamouth. Nous demandons aux autorités politico-administratives du pays de prendre en charge la situation catastrophique du territoire de Kwamouth. Comprenez que le territoire de Kwamouth fait frontière de la ville capitale de Kinshasa. C'est un danger qui nous guette. Les cadres de concertation de la société civile du Kwango exigent par contre des mesures sécuritaires pour mettre à l'abri tous les habitants de ces villages et les rapatriements de tous les ressortissants du Kwango se trouvant à Kwamouth. Aux autorités provinciales de Maïndombe de tout mettre en œuvre pour garantir la sécurité à tous les Congolais ayant choisi d'habiter dans cette province. Les cadres de concertation provinciale de la société civile du Kwango invite à cet effet le gouvernement provincial du Kwango à tout mettre en œuvre pour un rapatriement urgent des Congolais en détresse, victimes des attaques à Kwamouth, et de prendre des dispositions qui s'imposent pour leur offrir des conditions d'accueil dignes. Pourtant, en 2006, ce même conflit a été arbitré à Kwamouth dans l'ancienne province du Bandundu, avec pour résolution notamment la suspension des perceptions des redevances coutumières et la reprise de la cohabitation pacifique qui s'en était suivie. Depuis la ville de Bandundu, Jonathan Messa, Top Congo FM.
La lutte contre la traite des personnes en RDC. C'est demain qu'on va célébrer la journée mondiale dans le pays. En marge de cette journée, selon Guy Bao Ebamou, coordonnateur adjoint à charge des questions techniques et opérationnelles de l'APLT, il sera question de les outiller afin qu'ils mènent efficacement cette bataille sur le terrain. On l'écoute au micro de Rémi Moulingati. Nous sommes arrivés à Kisangani pour commémorer la journée mondiale contre la traite des personnes le 30 juillet de chaque année. Et en marge de cette activité, nous avons profité pour sensibiliser les officiers supérieurs de l'armée et de la police autour de notre thème, la traite de personnes. Nous attendons dès qu'ils soient mieux informés sur ce phénomène de la traite parce que beaucoup de gens ignorent encore ce phénomène. Or, le trafic des êtres humains, c'est une réalité à travers les pays et une réalité à travers le monde. Il y a un danger qui nous guette, le trafic des êtres humains à travers ses différentes formes, c'est-à-dire l'exploitation sexuelle qui est la forme la plus répandue, le trafic des organes, le trafic des enfants et nous voulons apporter cette information à la population pour que le peuple soit vigilant et savoir dénicher, identifier les bourreaux et les mettre à la disposition de la justice. La difficulté que nous avons, c'est l'absence d'une loi spécifique. Autonomisation de la jeune fille à Kinshasa, le magazine Femmes d'Afrique organise une formation des jeunes filles sur la photographie. L'objectif est de rendre compétentes les femmes dans les métiers souvent attribués aux hommes. C'est une formation qui va durer 3 jours. Détail Béro Matanda. Cette formation vise à promouvoir la jeune fille photographe pour la rendre plus compétitive dans l'exercice de son métier. Christelle Pongo est éditrice du magazine Femmes d'Afrique et présidente de l'ONG Kivuya Kinto. Cette formation est juste pour autonomiser la jeune fille. Parce que dans le cadre de la promotion, nous voulons ramener les femmes dans les secteurs dits des hommes. Nous voulons former des femmes professionnelles et leur montrer c'est quoi l'image, pourquoi faire de photos. Et dans ce cadre-là, nous avons organisé cette session de formation pour apprendre à la femme, à la jeune fille et aussi à des hommes pour juste ramener l'aspect gender. Il n'y a pas assez de femmes en matière de photographie. Bien que ce journaliste, je suis photographe. À chaque fois que je me retrouvais dans des manifestations, c'était rare de voir des femmes prendre de photos. Maintenant, nous allons commencer par la photographie. Demain, ça sera la prise de vue. Demain, ça sera en mécanique. Dans les domaines où les femmes sont rares. Mais quelle est l'importance de la photographie ? Tougé Ntumba est formateur à cette session. Il explique. La photographie est très importante comme d'abord source de l'histoire. À partir d'une photo faite à un endroit, à un moment, on peut savoir ce qui s'était passé là-bas. Avec la photographie, on peut apprendre ce qui se passe sous d'autres cieux ou ce qui s'est passé à une époque quelconque. Après 3 jours de leçons théoriques, les participants seront soumis aux travaux pratiques sur base des différentes thématiques pendant 2 semaines. Béro Matanda, comment être un jeune distingué? C'est sous ce thème que l'ONG Jeunesse EFATA pour la distinction organise un séminaire d'encadrement durant 4 jours. L'objectif est de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes vacanciers et vacancières. Tous sont attendus à cette formation. Écoutez Lisa Lumbu, la coordinatrice de l'ONG, des propos recueillis par Cécile Combat. La jeunesse est l'avenir de demain, dit-on. Cela veut dire que l'avenir d'un pays dépend de ses jeunes. Cette formation boostera les jeunes et les participants, toutes catégories confondues, à faire de l'entrepreneuriat leur cheval de bataille. Et voilà pourquoi l'ONG Jeudi tient à l'abandon des l'oisiveté, à la lutte contre l'oisiveté. Nous encouragerons et continuerons à encourager l'entrepreneuriat. La jeunesse devra entreprendre davantage et cela dans plusieurs domaines pour se faire distinguer. Il y a le domaine du recyclage, il y a le domaine de la transformation, il y a le domaine de la fabrication, il y a bien des domaines qui nécessitent l'apport de la jeunesse et l'implication de la jeunesse congolaise. Voilà pourquoi nous invitons les jeunes vacanciers, les grands jeunes, les papas, les mamans qui seront disponibles pendant cette période de venir nous rejoindre au siège de l'ONG Jeudi, c'est sur l'avenue Bakongo au numéro 24 dans les quartiers Djelo Mbinza dans la commune de Ngalima.
On va essayer d'entrer dans la cuisine. Utilisation du gaz butane dans la cuisson, donc pour avoir à manger. L'entreprise Société Congolaise de Gaz, SOGAZ, et la RDC, par l'entremise du ministère de l'Environnement, ont renouvelé à Kinshasa le contrat cadre qui lie les deux parties. La signature de ce contrat s'est déroulée mercredi. L'objectif est de vulgariser l'utilisation du réchaud à gaz afin de lutter contre la déforestation. La mise en œuvre de cette troisième phase couvrira quelques provinces de l'Ouest avant son extension dans l'espace Grand Kasaï. Jean-Louis Sikou, directeur général de SOGAZ. Mener une réflexion sur les avantages d'adopter une fiscalité spéciale pour les gaz GPL et tous ses accessoires afin de favoriser l'implantation rapide de cette énergie verte. Lancer la butanisation des fonctionnaires de l'État en les équipant en kit de gaz et recharge mensuelle à charge de l'État, cela libérerait immédiatement une masse de mégawatts que la SNEL pourrait réaffecter tout en ralentissant considérablement la déforestation de notre milieu naturel, second poumon de l'humanité. Faciliter et accompagner nos activités de distribution et de vulgarisation du GPL sur les terrains, particulièrement dans les provinces cibles. Combattre les trafics du marché noir du gaz, manipulé par des mains inexpertes qui occasionnent ainsi plusieurs accidents, causant des pertes matérielles et en vies humaines et qui nous sont parfois attribuées à tort. Et le directeur de cabinet du ministre de l'Environnement a lancé cette campagne « Sauvons nos forêts ». Pour Yves Kitumba, la population devrait participer à la préservation des forêts en utilisant le gaz domestique. Écoutez donc Yves Kitumba. Ce projet qui vise à encourager la population congolaise à utiliser les énergies propres et les énergies alternatives et de remplacer l'usage de bois-énergie par l'utilisation des gaz domestiques tombe à pic car il consiste à réduire le prix des kits à gaz butane et de recharge de gaz afin qu'il soit accessible à toutes les couches de la population congolaise. Deuxièmement, promouvoir l'utilisation de ce gaz accompagné des activités de communication et de sensibilisation pour le changement de comportement en matière de cuisson. Au vu de résultats enregistrés pendant les deux précédentes phases du projet et dans l'objectif de répondre à notre ambition de réduire, voire stopper la destruction croissante de nos forêts, nous étendons en plus de provinces de Kinshasa, Congo central, Kwilu, Kwango et Maïndombe la mise en œuvre de ce projet dans les trois autres provinces, à savoir le Kasaï oriental, le Kasaï central et le Kasaï. J'en profite pour lancer la grande campagne Sauvons nos forêts par la vente des kits de gaz à prix promotionnel et encourage à cet effet notre population à participer à la préservation de nos forêts en remplaçant carrément l'utilisation de charbon de bois et de bois de chauffe par l'utilisation de gaz domestique. Ils ont appelé à une grève illimitée, mais aussi à la démission du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Les professeurs affiliés au RAPICO exigent la désignation d'un autre ministre de tutelle, mais qui doit provenir de la corporation. À l'IRED, Institut de recherche et de l'enseignement de la démocratie directe, on estime que c'est un vœu pieux. D'après son conseil scientifique, cette démarche n'aboutira à rien, car le modèle de la démocratie indirecte désigne ses ministres sur base de l'appartenance au parti politique, extrait de la déclaration lue par Grace Casal, coordonnatrice nationale et porte-parole du conseil scientifique de l'IRED. Le conseil scientifique de l'IRED a suivi avec beaucoup d'attention la déclaration de grève de certains professeurs d'université réclamant entre autres la démission du ministre de l'ISU et son remplacement par un membre du corps professoral. Le conseil scientifique de l'IRED rappelle à ses professeurs qu'au sein du courant de la démocratie indirecte CODEI en vigueur dans notre pays, la désignation à un poste ministériel est fonction de l'appartenance du candidat à un
parti politique plutôt qu'à celle de son organisation professionnelle. Mais au sein du courant de la démocratie directe CODD en perspective, la désignation à un poste ministériel sera fonction de l'appartenance de la personne à son organisation professionnelle. C'est pourquoi le Conseil scientifique de l'IREDS invite les organisations, les corporations, les ordres professionnels ainsi que les syndicats à la signature de la liste de souscription au CODD ouvert à cet effet pour l'émergence de ces modes spécialisés de désignation des ministres. Hôpital sans médecin à partir du 1er août, décision prise par le bureau exécutif national du SINAMED à Kinshasa. Dans une déclaration, le SINAMED dénonce le mutisme du gouvernement face aux revendications des médecins, mais demeure très disposé à engager un dialogue avec son employeur pour le bien-être des médecins et l'intérêt de la population congolaise. Ce mouvement déclenché le 6 juillet dernier, la grève des médecins affiliés au SINAMED se poursuit sous la forme polarisation des urgences. Extrait de la déclaration lue par Dr Fabien Nzoko, secrétaire général adjoint chargé de l'administration, études et documentation au syndicat. À chaque étape de la grève, le SINAMED fait un effort d'informer l'autorité compétente, soit des modalités, soit de la volonté réelle de la base. Avant le début de la grève, le SINAMED avait adressé une correspondance portant préavis de grève. Correspondance qui était restée lettre morte. Avant de passer à la polarisation des urgences, le SINAMED avait écrit au chef du gouvernement, à travers sa lettre du 12 juillet 2022, l'informant des modalités de la grève, en l'occurrence la polarisation des urgences. Une fois de plus, le gouvernement a brillé par un silence légendaire. Et aujourd'hui, nous avons le regret de vous informer que depuis le 25 juillet 2022, à l'issue de l'évaluation opérée le 23 juillet 2022, au regard de manque de volonté manifeste du gouvernement de la République, le SINAMED a saisi le chef du gouvernement pour l'informer de la nouvelle forme que va prendre la grève à partir du 1er août 2022, c'est-à-dire la forme hôpital sans médecin. Donc, cette correspondance qui a été bel et bien déposée auprès de toutes les instances de la République, à cet instant, n'a trouvé aucun écho, comme les précédentes d'ailleurs. Nous ne sommes pas encore les premiers, nous espérons que le gouvernement n'hésitera pas à rencontrer les attentes des médecins pour éviter à la population les conséquences néfastes d'une grève des médecins. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. C'est la fin de ce journal qui porte les signatures de Osé Mandanza, Trésor Kiyombo, Myriam Bokechu, King Munga, journal réalisé sous la coordination de Peggy Wabeno et mis en onde par Grace Lema. Vous nous avez suivis en direct sur YouTube grâce à Patrick Mungongo, Dani Zayobi et Didi Binsika. Vivez en paix, toujours à l'écoute de Top Congo FM. 5 éditions, 18 bulletins d'information. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Une rédaction en contact permanent avec ses auditeurs. 080 812 812. Information avec Top Congo FM 24h sur 24, 7 jours sur 7. Ce journal vous a été proposé par Equity BCDC. Top